Bonsoir à tout le monde. Cette seconde rencontre s'inscrit dans le cycle Faire le monde, livres et architecture, imaginé par 205 Terres, les éditions 205, Cité Anthropocène, avec le soutien du Centre national du livre, en partenariat avec ALF, Radio Anthropocène, Archipel, la librairie L'Œil Cacodilate et l'agence d'architecture Elefa. J'aimerais en rajouter d'autres, mais pour l'instant, c'est déjà une liste tout à fait honorable. Au cours de l'heure qui vient, nous allons nous demander ce que signifie et recouvre Durer en éditeur, en architecte et en philosophe. Durer, c'est basiquement la projection d'une intention qui est celle de vouloir résister aux causes de destruction, à l'usure. Éditeurs et architectes ne souhaitent autre chose pour leurs livres et leurs ouvrages qu'ils tiennent la distance sur un temps le plus long possible, au moins à l'échelle de leur propre vie, pour servir leur objet, la transmission des connaissances et des savoirs d'un côté, abriter les usages de notre espèce de l'autre. Et comme vous le voyez, l'ambition est énorme, en réalité, quand on dit ces deux choses-là. Alors je vais peut-être commencer par vous, Pierre Quay. Vous êtes philosophe et directeur de recherche au CNRS. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Durer, paru en 2020 aux Belles Lettres. Et vous dites que durer est le contraire de l'innovation, de la disruption, de la destruction créatrice. Vous proposez une approche globale du système productif et décrivez les outils nécessaires à sa transformation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît, avec le micro? Merci de votre invitation. Ce livre, c'est le résultat finalement d'un étonnement. Le terme de développement durable est présent dans toutes les bouches, en particulier dans les entreprises et dans les administrations publiques. Le développement durable, c'est l'écologie des entreprises et des administrations publiques. Et en même temps, je me suis rendu compte que personne ne se posait véritablement la question du temps, du rapport que la production entretient avec le temps. Que l'économie, somme toute, est une science où la question du temps n'est guère présente, sauf dans certains calculs d'actualisation, etc. Mais le fait qu'une production se développe dans le temps, qu'il faudrait calculer ses effets, ses coûts et ses bénéfices dans son rapport au temps, ça, c'est pas présent. Et c'est vrai que l'architecture, et c'est la raison pour laquelle l'architecture a toujours retenu mon intérêt, c'est mon autre casquette, comme vous le savez, que l'architecture, nécessairement, est une projection de la production dans le temps. Nécessairement. Et c'est en cela que c'est un objet qui mérite la réflexion, non seulement d'un point de vue artistique, d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, j'oserais même dire économique. Et je défends l'idée, je terminerai sur ce point, je défends l'idée que l'architecture, au contraire d'être un obstacle aux transformations du système productif, comme on l'entend trop souvent, est au contraire un instrument formidable pour projeter les questions économiques dans le temps. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Je vais continuer ce premier tour de table. Je vous remercie, Pierre Quay. Michel Gutmann, vous êtes architecte. Pierre-Alain Trévolo, Antoine Viguière-Colère, vous êtes architecte au sein, pour ce qui vous concerne, de l'agence TVK. Michel Gutmann, votre agence porte votre nom. Ensemble, vous venez de publier un livre tout frais, là, qui est sur la table, tout rouge, tout frais, tout chaud. Paris, Porte Pouchet, ex-Materia, aux éditions 205, et qui nous emmène de diverses manières au cœur d'un projet au long cours, de plus de 20 années, entre vos deux agences, sur un territoire lui-même qui est imprégné de plusieurs époques successives, qui a lui aussi un temps dilaté. Et c'est une question un peu peut-être abrupte pour commencer, mais quelle est finalement en architecte la traduction spatiale de la présence du temps dans le lieu et le projet? Et peut-être que la Porte Pouchet vous a offert tout le loisir en plus de 20 années d'y réfléchir. Lequel d'entre vous trois veut commencer? Et vous pouvez bien sûr tous les trois intervenir. Michel Gutmann. Oui, je peux commencer. Merci. Déjà, merci pour cette invitation. C'est effectivement
émouvant de venir ici présenter ce livre qu'on voit enfin dans sa matérialisation, qui était lui-même un processus assez long de mise au point. On y reviendra peut-être, mais le projet urbain, on a mis 20 ans à le mettre en œuvre, et le livre, pas 20 ans, mais assez longtemps aussi. Donc c'est vrai, à chaque fois, c'est un processus de maturation. En fait, on a gagné le concours pour ce projet il y a 20 ans, 2003, et c'est une expérience finalement assez rare de constater au bout de 20 ans qu'on a été au bout de ce qu'on avait imaginé 20 ans avant. Et on s'est dit, on était au bout de ce processus en concrétisant un projet qui était assez proche en fait de ce qu'on avait imaginé initialement. Et en fait, on s'est dit, c'est une expérience rare, singulière. C'est l'occasion justement de se retourner un peu et d'essayer de comprendre ce que nous avions fait. Et effectivement, cette inscription dans la durée, et dans la durée du projet, comment le projet mûrit et se met en œuvre petit à petit, et comment il s'inscrit en fait dans une durée beaucoup plus longue. C'est ce qu'on a essayé aussi de comprendre et de restituer. De quelle façon finalement le projet urbain sur lequel nous avons travaillé s'est inscrit dans cette histoire de la transformation de Paris, et comment aussi il n'est pas terminé, et préfigure aussi, ou prépare, ou anticipe, ou ce qui pourrait continuer. Donc en fait, on n'est pas dans un objet fini, et je pense que c'est peut-être ça l'élément, peut-être pour démarrer, qui est le plus frappant. C'est qu'on est en fait dans une dynamique permanente de transformation. Donc on se saisit de ce qui existe pour le transformer, et en fait ce processus est appelé à perdurer, à continuer. Et c'est peut-être dans ce processus-là que le temps est le plus présent. Cette conscience de l'inachèvement, enfin en tout cas de se situer là, peut-être Pierre-Alain Trévolo. Peut-être pour continuer dans le droit fil de ce que dit Michel, dans l'ouvrage, il y a, en tout cas, nous on a mis un certain temps à écrire un texte, parce que les architectes mettent toujours un peu de temps à écrire des textes, et le texte qu'on a écrit, il est tenu par deux idées, une au début, une à la fin. La première, c'est la fondation, et la deuxième, c'est l'inachèvement. Donc Michel vient de parler de l'inachèvement. Et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a la fondation. Alors c'est vrai qu'avec Antoine, quand on a d'ailleurs proposé à Michel de faire ensemble la candidature à ce concours-là en 2003, on n'avait pas d'agence d'ailleurs tous les deux, et on se connaissait avec Michel, donc c'est évidemment, vous connaissez tous ça bien sûr, des histoires humaines qui permettent ces durées au long cours, et 18 ans de travail, 18 ans de projet urbain, c'est long, donc évidemment il faut que ce soit dans une assise humaine un peu totale. Mais on avait réfléchi depuis plusieurs années déjà, Antoine et moi, à la question de cette... On l'avait appelée la ville du périphérique, nous. Alors on est à Lyon, et c'est quand même très intéressant de parler de Paris à Lyon. De se décentrer, ce qu'on a toujours un peu cherché à faire dans cette ville et ce pays qui a toujours érigé la primauté du centre sur la périphérie, qui a toujours érigé des catégories spatiales, et l'idée de la fondation, c'est l'idée que finalement les infrastructures naissent comme des programmes et deviennent des sites. Et spatialement, en fait, c'est en devenant un site que l'infrastructure produit une sorte de mutation, et c'est sans doute ça une des révolutions folles de l'ère industrielle, c'est qu'elle a produit des infrastructures telles qui ont un impact géologique, géographique, terrestre tel que ça a la capacité de produire des sites grâce au temps. Donc c'est sans doute pour ça qu'on a été extrêmement intéressé et influencé par les travaux de Pierre Quay, qu'on remercie d'avoir
avoir bien voulu travailler avec nous, et puis qu'on a essayé d'écrire sur cette idée que la fondation de quelque chose qui est souvent peu considéré, voire pas considéré, la fortification, la dernière fortification de Paris, 1840-1845. Peu de gens connaissent cette histoire-là, même si elle a été quand même bien racontée. Peu de gens savent que cette couronne est finalement un grand espace ouvert, et que ce grand espace ouvert, on peut le comparer à la Seine. On l'a fait, nous, de multiples fois, et Pierre Quay, d'ailleurs, le refait dans son texte. Et donc, cette idée de la fondation, c'est sans doute ce qui produit du temps, ce qui ouvre un espace-temps, ce qui produit du temps long, et ce qui permet de penser le temps long, et de, sans doute aussi, penser l'inachèvement. En tout cas, on est parti de là, de cette idée que ce qu'on considère comme la fondation dans la ville, c'est pas toujours la façon dont on le prend, et que ériger un mur, faire un mur de cette ampleur-là, de 150 mètres de large, avec 250 mètres de zone non édificandie, de faire 400 mètres sur 35 km de cercle, ça produit une fondation folle dans la ville. Et je pense que la ville de Paris, le territoire parisien, le territoire grand parisien, et évidemment, bien sûr, aussi au-delà, est un peu le produit de cette décision-là. Donc on ne connaît pas la fin de l'histoire, c'est ça que vous dites avec l'inachèvement, mais on connaîtrait le début d'histoire avec la question de la fondation. Peut-être Antoine Viguier-Kohler, oui. La fin de l'histoire, je ne sais pas, c'est vrai qu'en tout cas... parce que on n'a jamais cessé de travailler sur ce territoire périphérique et à s'intéresser aux infrastructures. C'est vrai que rétrospectivement, la façon dont on a avancé dans le projet et dont il est restitué dans le livre, effectivement retrace un récit où la question du temps, et je dirais même des temps, parce qu'il y a effectivement, en tout cas, ce qui est sans doute propre aux infrastructures, c'est qu'il y a, on pourrait dire, plusieurs régimes de temporalité, c'est-à-dire il y a un temps court qui est celui du programme, de leur raison d'être, et puis il y a un temps long qui est les entités géographiques que ça installe dans le territoire et la façon dont ces entités durent dans le temps, en fait, et qu'est-ce qu'elles permettent de faire. Alors ce qui est aussi un point important, c'est que ce que retrace aussi le livre, c'est quelle forme de projet, c'est-à-dire la question qui est derrière tout ça et pourquoi le périph' nous a toujours fascinés, c'est qu'au fond l'époque moderne a produit ces grandes infrastructures et qu'on voit bien que la question n'est pas de chercher à les effacer, parce qu'elles sont leur présence est telle, leur inscription dans le territoire est telle qu'elles ont de fait une permanence et qu'elles s'installent sur un temps long, mais plutôt comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc l'ouvrage s'appelle Ex Materia, justement parce que ce qu'on essaie d'expliquer au travers de cela, c'est qu'il faut pouvoir identifier ces différents régimes temporels, qui d'ailleurs ne sont pas toujours forcément visibles. C'est-à-dire dans l'idée d'un travail qui se ferait ex materia à partir de ce qui existe, c'est aussi l'idée qu'on regarde ce qui peut advenir. Donc on a nommé par le terme de présence en fait cette question, c'est-à-dire des objets qui peuvent être visibles ou qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont toujours le pouvoir d'agir. Et à partir desquels le projet peut continuer à s'élaborer. Donc c'est une façon de reconnaître que dans ces territoires-là, il y a des forces agissantes qui agissent aussi sur le présent et qui peuvent nous permettre de construire le futur. Alors, je ne sais pas si ça répond précisément à cette question. Ça ne répond jamais complètement, mais ça c'est très bien, parce que la question de l'inachèvement, mais en tout cas, on va l'aborder. Voilà, ce sur quoi je veux insister, c'est que en tout cas, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment cette question du temps peut aussi outiller une certaine manière d'envisager la façon de faire le projet, qui n'est pas forcément effectivement peut-être comme on a pu le faire, c'est-à-dire en composant, mais plutôt en assemblant, en essayant de travailler à partir des dynamiques en place, et des dynamiques qui sont des dynamiques temporelles, pour la plupart.
Je vous remercie. Je vais terminer le tour de table. Samantha Millard-Hoppe, vous êtes éditrice, fondatrice donc, des éditions Rue du Bouquet. Vous publiez des livres de photographie depuis bientôt 10 ans et de l'architecture aussi, hein, puisqu'il y a le titre Of Sand and Stones que vous connaissez bien. Et alors, justement, durer en éditrice, c'est de quel ordre voilà, est-ce que c'est intellectuel, poétique, critique? C'est de plein d'ordres différents, mais je pense qu'une des premières choses, c'est aussi, comme j'ai choisi de publier principalement de la photographie, c'est comment faire durer un geste photographique qui est vraiment un instant d'une brièveté phénoménale en un objet livre qui va traduire ce qu'a voulu faire le photographe, le sublimer, le montrer différemment et le laisser dans un livre. Donc de sortir de ce geste immédiat pour en faire un objet qu'on espère va durer et prendre le temps de le faire et y amener plein de voies différentes, en fait. Voilà. Et il y a bien sûr plein d'autres biais, mais... Non, mais en plus, la photographie, c'est quelque chose de très important pour qui s'intéresse à la création. C'est aussi un média très important pour le monde de l'architecture, en tout cas pour un certain nombre d'architectes, et pas simplement pour documenter, voilà, mais aussi pour être, comment dire, certains artistes interrogent en fait par ce moyen-là qui est le leur, interrogent, en tout cas portent un regard sur un territoire, sur des gens, des situations. Donc c'est pas complètement étranger au sujet que nous abordons. Et puis le livre, à l'ère du tout numérique, ça reste quand même un outil qui tient la durée, qui tient le temps. Hein. Les papyrus sont encore lisibles, ce qui n'est plus le cas des disquettes qu'on utilisait peut-être il y a 20 ans quand vous avez commencé à travailler sur les projets. Donc je fais confiance au livre pour avoir sa capacité à vivre longtemps. Oui, puis le livre, il a cette durée, il a différentes temporalités. Il y a la durée du travail en amont pour imaginer le livre, il y a le temps de la sortie, il y a le temps plus long de la diffusion, il y a encore un autre temps, celui d'une espèce de pérennité ou d'une inscription dans un paysage éditorial. Donc il est vraiment soumis à plusieurs temporalités différentes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Je vous remercie. Pierre Quay, vous dites... alors je ne suis pas tout à fait certaine que c'était dans Durée que j'ai lu, que la niche écologique qu'habite l'être humain, ce n'est ni la Terre, ni l'eau, ni l'air, mais l'espace-temps. Vous avez commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le lieu où s'originent et se développent à la fois nos perceptions sensibles et nos conceptions intellectuelles. Et vous dites que ça peut être aussi le cadre privilégié où se déploient nos modes spécifiques de vie, parce qu'en effet, même si on le sait aujourd'hui, la science démontre que nous avons beaucoup en commun avec d'autres espèces, hein, y compris dans nos modes de vie, y compris dans le fait de fabriquer des outils, par exemple. On n'est pas les seuls. Et donc cette question de l'espace-temps que vous avez commencé à esquisser tout à l'heure, à parler de ça, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on puisse interagir sur cette question-là, parce que finalement, c'est ce que vous avez parlé ça aussi au travers du projet de l'histoire de la Porte Boucher. La vôtre est... Bon, je tiens d'abord à saluer l'endurance de TVK et du projet de la Porte Boucher, mais on ne se rend pas compte de ce que cela signifie. Aujourd'hui, les investissements d'entreprise, c'est quoi? Ça se joue à 3-4 ans au maximum. Je ne parle pas de la durée de l'action politique qui se réduit à quelques mois désormais. Moins. Peut-être moins. Beaucoup moins. Je ne voulais pas être polémique. Voilà. Donc, il faut bien prendre la mesure de la singularité du geste architectural dans son rapport au temps. Ça n'existe plus que dans l'architecture. C'est quelque chose de singulier. Bon, auparavant, c'était quelque chose de plus répandu dans les pratiques sociales. Aujourd'hui, porter le temps long, c'est l'affaire de l'architecture. Cela mérite d'être médité. Pour répondre plus directement à cette question un peu philosophique et difficile, donc je vais essayer d'être simple. Effectivement, on parle beaucoup
et je ne conteste pas la validité de cette notion de la vie, d'une économie qui serait plus proche de la vie ou d'une architecture qui serait plus proche de la vie. Mais la notion de vie, là je parle un peu en philosophe, c'est tout de même une notion un peu générale. On ne sait pas trop ce qu'elle peut bien toujours signifier. Alors moi, je l'accepte, cette notion, à la condition qu'on précise que chaque espèce animale a sa propre vie. Et l'être humain a aussi sa propre vie, et cette vie humaine se construit dans son rapport à l'espace et au temps. C'est vrai d'une certaine façon de toutes les espèces animales. Simplement, ce qui est offert à la condition humaine, c'est de construire son rapport au temps et son rapport à l'espace. Pas simplement de l'avoir comme ça, de façon innée, jetée, mais d'être capable de le construire. Et l'architecture est l'instrument privilégié de cette construction de l'espace et du temps. Et je termine très rapidement en disant que la singularité du projet architectural, c'est pas simplement de construire de l'espace, ça on le sait, ou de se projeter dans le temps, comme le projet de la Porte Pouchet le démontre. Mais le projet architectural réussi, à mes yeux, c'est un projet qui réussit à convertir l'espace en temps et le temps en espace. C'est un art difficile. C'est un art difficile. Alors justement, je vais revenir à vous trois, et bien sûr également à Samantha Millar-Hope. Mais cette question, parce que moi, ça m'interroge, parce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Michel Gutmann qui a dit ça tout à l'heure, on a commencé à travailler il y a une vingtaine d'années sur ce projet, et finalement, on est allé là où on pensait devoir aller. Donc voilà, comment c'est presque de la prescience. Je dirais pas qu'on est allé là où on pensait devoir aller, mais on a constaté en y étant arrivé qu'un certain nombre de choses qu'on avait imaginées se sont réalisées. Donc ça, c'est plus le côté spatial du projet, donc les tracés principaux, les décisions principales. Qu'on avait prises initialement, se sont avérées correspondre aux besoins de transformation de ce petit territoire. C'est un tout petit territoire. C'était donc au début des années 2000, lorsque la nouvelle équipe municipale est arrivée. Il y a eu un grand projet de renouvellement urbain qui a été lancé, qui a été constitué de plusieurs territoires. Et la Porte Pouchet était le plus petit de ceux-là. Mais en même temps, il concentrait un certain nombre de sujets qui sont devenus un peu emblématiques de la transformation de la métropole parisienne. Et par quelques gestes, quelques décisions assez structurantes, on a réussi à lancer la transformation. Et en fait, on a une forme de fondation d'un projet qui au long cours, petit à petit, se sont confirmés. Et on n'a pas eu de raison de modifier ces décisions initiales. Il fallait réorganiser certains services, il fallait réutiliser en fait des emprises disponibles, l'identification du potentiel, ce qu'on a appelé identifier les présences, identifier les combinaisons possibles, les assemblages possibles, partir. Donc c'est pour ça que la question de la ex-matériel est importante. Donc comme le disait Antoine, partir de l'identification du potentiel disponible, c'était important. Et donc finalement, c'est assez rare, c'est vrai, mais on a pu constater au fil du temps que ces décisions étaient adéquates. Voilà, elles nous avaient permis de réaliser ce qui avait été attendu, c'est-à-dire reloger des gens dans de bonnes conditions, retrouver une pratique de l'espace public intéressante, cohabiter avec l'infrastructure. Effectivement, jusqu'à cette époque-là, l'infrastructure, c'était une barrière, c'était une nuisance, et en fait, on en a fait la condition en fait, de la reconquête de cet espace, de la continuité, du dialogue avec les communes limitrophes, etc. Donc, toutes ces questions-là, petit à petit, en se concrétisant, on a constaté
qu'elles étaient au rendez-vous. Peut-être l'un de vous deux. Oui. Oui, ça marche. Ça marche. J'ai l'impression qu'il est. Ah non, c'est revenu. Ça marche. La notion de ex materia qui nous est venue petit à petit, et peut-être redire l'importance du livre dans cette histoire-là, parce que le livre, c'est pas juste rendre compte d'un projet, c'est pas imprimer les plus beaux plans et les plus belles photos, c'est pas c'est pas juste un travail rétrospectif. C'est beaucoup un travail rétrospectif, mais c'est aussi un travail très prospectif. Et le livre, il permet de se poser un certain nombre de questions. Et la notion d'ex materia, elle est arrivée pendant le livre, il faut le dire. Et alors peut-être ex materia, ça paraît peut-être un peu abstrait aussi comme ça, qu'on a un peu opposé à ex nihilo, qui est un peu le passage aussi de l'infrastructure, comme je disais tout à l'heure, de programme à site. Bon, c'est un peu peut-être basique présenté comme ça, ou simple, mais ex materia, c'est quand même l'idée que toutes ces matières que l'on trouve, et qui va un peu à l'encontre de la simplification, de simplement s'intéresser aux matières comme par exemple le réemploi voudrait le faire, ou le développement durable. Pierre parlait tout à l'heure de développement durable, et je crois, enfin je parle sous son contrôle, mais je crois que dans son livre Durée, il en fait une critique assez claire, et en tout cas tout au moins un questionnement de l'emphase mise sur le terme de développement justement, et plutôt que sur le terme de durée et durable. Pour durer, il faut sans doute non pas prendre que la matière, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe de très bien dans le monde de l'architecture et de l'espace, il y a un retour en tout cas une importance mise dans la matière même, la question de la construction, la question du savoir-faire, etc. Quand on s'intéresse aux infrastructures, aux territoires, à la grande dimension, il y a tout un tas de matières qu'on ne voit pas, ou qui n'ont même pas existé. Il y a des matières projectuelles, des projets qui ont été faits, qui n'ont pas été réalisés. Il y a un exemple fameux à la Porte Pouchet, qui est cette autoroute qui devait venir se brancher sur le périphérique, et qui ne s'est jamais faite, et qui a un impact tellement fort sur le projet que finalement, les infrastructures, même quand elles ne sont que des idées, produisent des sites aussi. Et ça, c'est quand même assez fondamental d'essayer de s'intéresser à toutes ces matières-là, donc qui sont des matières spatiales et des matières temporelles et aussi des matières intellectuelles. Et donc, ex materia, c'est sans doute se dire que il y a un moment maintenant assez passionnant qui est de revenir de travailler, de revenir sur ces territoires-là et de les travailler en essayant de prendre en compte non seulement leur histoire, donc de faire vraiment un travail d'historien, de regarder très précisément ce qu'est l'histoire de ces territoires-là, de ne pas les survoler, de ne pas les prendre comme trop grands, donc univoques. Ça, c'est souvent le périphérique, par exemple. Mais en fait, c'était sans doute aussi la fortification nous, on a considéré un peu peut-être comme ça, parce que Antoine a dit, et il faut s'y arrêter, c'est-à-dire il a dit on était un peu fasciné par le périphérique. Et du coup, on a peut-être un peu délaissé notre fascination pour la fortification, parce que la fortification, on la voit plus. Et les architectes, ils ont une sorte de fascination pour l'objet construit, pour les choses qu'ils voient, pour les choses qui occupent l'espace. Et donc, ex materia, c'est quand même creuser en historien, mais aussi en architecte, ces différentes temporalités pour essayer de questionner et de trouver des processus de projet, des façons de faire le projet contemporaines, notamment en procédant par assemblage plutôt que par je dirais, a priori et simplification. L'assemblage, c'est partir d'un certain nombre de choses qui sont là, qu'on a dans les mains, et essayer de
les faire se rencontrer. Un peu comme dans la construction d'ailleurs. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Alors c'est peut-être un tout petit peu plus conceptuel ce que je raconte que l'idée simple dans la construction d'utiliser des matières et de les faire produire quelque chose ensemble. Mais ça procède un petit peu de la même énergie et de la même dynamique. Je vous remercie. Peut-être un complément. Pas tout de suite. Parce que vous parliez vous reveniez au livre et vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a un texte de Justin Tribillon qui explique toute l'histoire du site. Et c'est très bien écrit en plus, je le dis. Il y a également donc un texte de Pierre Quay, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un texte de Lucie Taïeb qui est un texte plus de revenante, de quelqu'un qui revient sur des lieux du crime qui n'a pas eu lieu, mais qui revient, et c'est un très beau texte aussi. Et ça, c'est assez beau de laisser la porte ouverte à des regards extrêmement variés. Il y a de la photographie, très belle photographie, il y a aussi des dessins, etc. Donc il y a vraiment une diversité, c'est très pluriel en fait, pour essayer de revenir sur ce moment de l'histoire. Et d'ailleurs, ce livre, ce n'est pas le point d'achèvement, d'ailleurs peut-être qu'il est un point dans l'histoire que vous avez avec ce projet de la Porte Pouchet, enfin en tout cas ce site, j'allais dire, c'est plus avec le site lui-même qu'avec le projet. Ça devient, enfin j'imagine que vous y êtes tellement allé, tellement retourné, enfin, c'est devenu, c'est presque la famille, comme on dit, quoi, de même votre histoire à vous. Et donc, vous parlez, c'est quelque chose, vous, dans votre texte, dont vous parlez beaucoup, c'est cette question de situer tout le temps entre à la fois un désir de permanence et en même temps une grande conscience des transformations à l'œuvre, et qu'on est à un moment, un jalon, un moment de l'histoire, et qu'on accepte ça, et d'être toujours dans cette chose qui est un désir et en même temps une acceptation et je trouve que ça résonne beaucoup avec cette question de la durée, ce désir de la durée, mais qui se confronte à la finitude de beaucoup de choses, de nos vies personnelles, mais aussi de l'usure, de choses bien plus graves qui peuvent arriver, etc. Et donc, toujours être situé entre ces deux choses-là, cette question de la finitude et le désir, peut-être Pierre Quay, la finitude. Oui, c'est une question bien difficile que vous posez. C'est vrai que lorsqu'on parle d'architecture, et surtout, moi j'ai beaucoup travaillé sur les traditions humanistes et classiques de l'architecture, avant la finitude, on se pose la question de la finité, c'est-à-dire de la délimitation. Comment on arrête un trait, comment on fixe comme ça une ligne, comment on délimite. Voilà. Ça, c'est, à mes yeux, le geste initial qui permet ensuite d'espacer, de réouvrir l'espace. Il y a une sorte de paradoxe. Il faut fermer pour ouvrir, il faut délimiter pour ouvrir. Voilà. Alors, après, de cette expérience-là, on peut sans doute passer à ce que vous appelez la finitude, c'est-à-dire le fait que de toute façon les choses ont une fin. Et même l'architecture, aucune architecture, enfin quelques exemples égyptiens, mais ces pyramides sont-elles des architectures? Sans doute non. Il n'y a pas, en tout cas pas selon les critères de l'architecture tels que nous les connaissons depuis 2000 ans et plus. Donc, est-ce que cette capacité à habiter dignement, j'insiste sur l'adverbe, est-ce que cette capacité à habiter dignement le monde que nous offre l'architecture, est-ce que c'est un remède ou est-ce que c'est une consolation à notre finitude? Voilà, je pose une question, je n'ai pas ce soir la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un... Voilà, la consolation. Peut-être ça répondra pas, en tout cas, je ne sais pas si ça prolongera exactement ce que dit Pierre, mais c'est vrai que, en tout cas, l'habitabilité du monde, elle est liée au fait que les choses peuvent évoluer, non? Et ce qui était, en tout cas pour nous, un peu je dirais peut-être un peu une redécouverte aussi au travail qu'on a fait dans le livre,
c'était de montrer au fond parce qu'en fait, ce territoire, c'est une sorte de palimpseste d'infrastructures. Il faut voir que donc, les fortifications, le périph', le boulevard des Maréchaux, les grands ensembles, c'est une sorte de territoire qui, comme ça, condense l'architecture du XXe siècle, quoi, de ce qu'a pu produire, en tout cas, le XXe siècle. Et effectivement, ce qu'on pouvait observer, c'est que bien que chaque décision réponde à un dessin figé, à une fonction très précise, à quelque chose d'assez fermé, en réalité, chacune de ces constructions ouvrait aussi des possibilités de transformation avec des espaces d'indétermination très grands. Si on prend l'exemple du boulevard périphérique, certes, il est construit pour qu'on y fasse passer des voitures, mais si on regarde précisément l'objet, sa matière, son épaisseur, c'est aussi un espace qui ouvre beaucoup d'autres potentiels. Les fortifications de Paris étaient construites avec la zone non édificandi, qui était une sorte d'espace disponible de 400 mètres. Donc chaque infrastructure ouvrait du potentiel, de la contingence au fond, c'est-à-dire de la possibilité que des choses puissent advenir qu'on n'avait pas du tout prévu au départ. Et c'est ça qui est, je dirais, assez fascinant avec le XXe siècle, c'est qu'on a produit beaucoup d'objets que pour la plupart on continue de détester d'ailleurs, c'est-à-dire les voies rapides, les grands ensembles, etc., etc. Ou alors en tout cas on commence à les aimer depuis peu. Mais quand on les regarde vraiment attentivement, on se rend compte qu'elles ouvrent en tout cas des potentiels de transformation qui permettent de définir des structures qui perdurent et qui donc assurent l'habitabilité du monde. Voilà, donc ça, je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que je ne sais pas, en fait, si, en tout cas, quand on regarde ces objets comme des infrastructures, il y a réellement une finitude. C'est-à-dire quand on voit la façon dont je reprends l'exemple du boulevard périphérique, la façon dont cet objet construit a refaçonné la géographie, qui est devenue la géographie dont on hérite et qui va durer pendant sans doute des millénaires. Donc là, on est vraiment dans le temps très long que l'architecture a pu fabriquer. On sent qu'effectivement, il se passera un certain nombre de cycles de transformation, de changement d'usage, de recyclage, et donc ce cycle de vie, à partir de cet objet qui, sans doute, dans son état physique, sera assez peu amené à bouger. J'aimerais juste faire une remarque sur votre intervention. J'ai parlé de ligne, je n'ai pas parlé de forme. Oui. L'infrastructure, c'est une forme massive, inerte, qui clôt le territoire. Si j'ai bien compris votre travail, que j'ai examiné avec la plus grande attention, ce que vous avez essayé, c'est de déplacer des lignes, des axes, des orientations, de bouger un peu les choses. C'est à la fois un travail de redélimitation et d'ouverture. La ligne, la délimitation n'est pas l'opposé, n'est pas fermeture nécessairement. C'est une réorientation. Et pour moi, ce qu'on appelle transformation ou architecture de la transformation, c'est d'abord un art de la réorientation, du déplacement des lignes. Alors je pourrais, mais je ne sais pas le lier ici, vous expliquer comment Palladio faisait ça admirablement, mais c'est pour une autre fois. Ah, vous aviez 1 minute quand même pour nous expliquer ça quand même. On n'était pas, c'était pas possible. Peut-être vous aviez l'air de vouloir réagir. Oui, je pensais à un truc tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire Non, en écoutant Antoine, je pensais à une notion qu'on a pas mal mise en avant, et qui est le terrain vague. En fait, c'est quand même une histoire sociale aussi extraordinaire, cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est le plus grand bidonville de France. Ça dure pendant des dizaines d'années. Et ce bidonville, c'est un lieu d'invention incroyable. Le terrain vague, c'est une forme spatiale de la liberté aussi. Alors évidemment, il a mauvaise presse, comme plein d'autres choses, mais c'est inclus dans un temps, sans doute, le moment du terrain vague, mais on a essayé d'y déceler des conditions. Parce que toute notre question, tout à l'heure, vous disiez, essayer de trouver de la permanence là-dedans.
Mais je crois, et ce qu'on vient de dire un peu sur la finitude, là, nous, on cherche peut-être effectivement à déceler des éléments de permanence, mais pas plus que des éléments d'impermanence. Et on fait toujours très attention, je crois, et parfois on ne doit pas y arriver, ou parfois c'est peut-être que ça amène à des fausses pistes, bref, j'en sais rien, mais je crois qu'il faut ne pas se dire que... En fait, il ne faut sans doute pas regarder ces territoires-là avec une approche qui serait justement un peu conservatrice, ou enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui érigerait la permanence au-dessus de sa condition propre. Et l'autre exemple qui me venait en tête en vous écoutant tous les deux, c'était les infrastructures, à un moment donné, ont produit un renouvellement de l'histoire architecturale. Prendre un seul exemple, Beaubourg. C'est quand même une pensée de l'infrastructure, parmi d'autres choses, hein, mais il y a quand même une idée de l'infrastructure. Et je vois Pierre qui n'a pas l'air d'accord. Cette architecture-là, elle puise quelque chose, en tout cas, elle s'inspire, on va dire, de l'idée d'infrastructure. Il me semble assez fertile, assez intéressant de regarder comment les infrastructures qui couvrent la planète sont l'occasion de produire, d'être des architectures. Comment est-ce qu'elles sont elles-mêmes des mondes habitables, quoi. Voilà, je trouve que c'est quand même une question importante. Alors, on va pouvoir revenir à cette question des mondes habitables au travers de la question infrastructure, mais si je prends encore un peu de hauteur, Samantha Mellard-Hope, dans les livres qui sont édités chez vous, on y voit des glaciers, enfin, on y voit feu des glaciers. Oui. Donc, oui, c'est pour ça que je prends un petit peu de hauteur par rapport à l'infrastructure. Il y a encore plus grand. Hein. Il y a les plis du monde et cette géographie incroyable. Et donc, je me disais que finalement, la photo nous permettait de résister, la photographie, à l'effacement à l'œuvre dans certains grands paysages, notamment les paysages les plus fragilisés. Hein. Je pense effectivement à la montagne, au glacier en particulier. Je pense aux traits de côte. Hein, je pense un tiers de la saison estivale aux falaises de Trotta a été fermé. Hein. Ça devient très compliqué. Je ne parle pas des zones de delta. Et c'est des paysages qu'on voit beaucoup dans vos livres. Oui, c'est vrai que je pense que moi j'ai un penchant pour tout ce qui est territoire, donc je vais m'intéresser à même si le catalogue a des photographes très différents, il y a toujours une notion autour du territoire qui revient, donc soit des territoires ancrés dans le réel, soit des territoires un peu plus fantasmés. Mais effectivement, la photo permet à un moment de marquer des choses, et vous parliez de finitude. C'est vrai que le livre... c'est toujours assez particulier de se poser la question d'à partir de quand le livre est fini. Est-ce que là, le livre, pour vous, il est fini parce qu'il vient de sortir de chez l'imprimeur et que vous l'avez entre les mains ? Je ne suis pas sûre, il va continuer à vivre. Donc c'est vrai que la finitude pour un livre, c'est une vraie question. Et de se dire, ce livre, il a marqué un moment, il a marqué un temps humain très long, souvent très fécond, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de patience, beaucoup de choses qu'on met à l'œuvre les uns et les autres pour construire un livre. Et il peut y avoir ce côté de se dire, est-ce que le livre sorti, c'est fini ? Mais non, c'est pas fini, parce que le livre, il va continuer à vivre. Il va marquer des choses dans le temps. Effectivement, on va pouvoir retourner voir des images. Vous parliez de montagne. J'ai publié 2 livres sur la montagne où je pense qu'il y a vraiment certains glaciers qui figurent dans ces montagnes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, on pourrait s'amuser, si le terme s'amuser n'est pas forcément le mieux choisi, à vraiment marquer les choses et dire là, on s'est situé à tel moment. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, oui, d'aller rendre compte de ce qui se passait à un moment. Et je reviens sur l'instantanéité et le côté éphémère de la photo, de réussir à en faire un objet durable, de se poser la question de comment il va vivre et comment il va être un marqueur de temps.
et un marqueur d'ambiance, un marqueur de relation entre des personnes, quoi. Voilà, tout ce que le livre doit réussir à exprimer. Une réaction peut-être sur cette question de est-ce que ce livre, est-ce qu'il est fini? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il est fini? Non, mais oui. Le livre, il est fini dans sa matérialité, effectivement. Mais il n'est pas fini. C'est comme une naissance, en fait. Hein. Donc, effectivement, c'est une étape. C'est un objet. La rencontre de ce soir, on témoigne. C'est-à-dire que ça suscite le meilleur qui peut nous arriver en ayant fait ce livre, c'est que ça suscite l'intérêt, ça suscite les échanges, que ça inspire des réflexions. Donc, effectivement, que ça génère, en fait. De la matière intellectuelle, des échanges, etc. Donc, effectivement, non, c'est une étape. C'est une étape dans le processus du projet. Et de la même façon que le projet n'est pas fini, le livre inaugure en fait une nouvelle temporalité. Oui, de ce point de vue-là, je pense que c'est comme ça qu'on l'a imaginé. On a commencé cet échange avec Pierre Quay qui disait l'architecture est peut-être un des rares endroits qui reste où on peut avoir un temps long pour réfléchir, comprendre, projeter, évidemment construire ou aménager, réaménager, enfin on pourrait utiliser. Et on est dans un monde, ça je pense que vous l'aurez tous remarqué, où la mutation informationnelle contribue à une accélération du temps, parce qu'on parlait de durée, une accélération, une compression du temps, en tout cas qui nous fait croire qu'on est dans la possibilité d'un temps qui d'un coup serait raccourci, et donc d'une certaine manière à une réduction de l'espace. Hein, parce que quand on sait que aujourd'hui vous envoyez un mail ici à Shanghai, il arrive dans, je ne sais pas, 20 secondes. Enfin, Et donc, et là aussi, j'en viens à une de vos réflexions. Je me demande si finalement le livre et l'architecture, je reviens à ces deux choses-là, que l'architecture au sens de l'abri, hein, de sens d'abriter notre espèce, hein, quel qu'en soit le programme. Et ça pourrait être de l'infrastructure à partir du moment où elle devient habitable, évidemment, ou réhabitable. Est-ce que finalement, ce n'est pas les seuls endroits qui nous permettent de débrayer, hein? Est-ce que ce n'est pas les seuls endroits où finalement, parce que je prends un livre et je suis, peu importe, au milieu d'une prairie, je n'ai pas besoin d'un câble et donc d'électricité, et je peux me plonger dans quelque chose, un dessin, une photographie, une histoire, une fiction, peu importe, un essai, alors à mon temps, à moi, où je suis dans une... allez, prenons des exemples qu'on adore, je sais pas, l'adieu, je ne sais trop. Et j'ai le temps et je me pose. Et là aussi, je n'ai pas besoin d'énergie pour pouvoir continuer à avoir l'activité que j'ai décidé d'avoir. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas les deux endroits qui nous restent pour nous abstraire un peu comme des îles de cette obligation à l'accélération et à un temps finalement qui n'existerait plus? Qui a envie de... Mes questions sont trop compliquées, j'ai l'impression que Moi, je vais juste parler pour le livre, mais pour le coup, c'est vrai que le livre, ce que je peux ressentir ou ce que je peux voir, même dans la pratique des lecteurs, c'est qu'à un moment, ils vont prendre le temps de feuilleter un livre et ils vont s'arrêter sur une image. Et pour eux, le temps va s'arrêter littéralement. On constate vraiment ça, que certains acheteurs de livres, certains amateurs de livres, et moi en plus, comme je fais des livres de photos, je sais qu'il y a certaines personnes qui achètent certains de mes livres, pas pour le livre en tant qu'objet fini, mais parce qu'ils ont vu une image dedans qui les a arrêtés, et où je ressens vraiment que pour eux, à ce moment-là, en tout cas, le temps s'est suspendu. Ils vont regarder l'image, ils vont feuilleter le livre, ils vont revenir sur cette image, et là, tout s'arrête autour d'eux parce qu'ils sont captivés par quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion de prendre le temps où effectivement le livre permet d'arrêter le temps et de donner un autre espace, effectivement. Donc pour l'architecture, je ne sais pas.
veux bien essayer. Quels Disons sont que moi, ce que ça m'évoque, je vais revenir aux fortifications de Paris, ou peut-être comparables à d'autres, hein, mais les fortifications de Paris, elles produisent du temps. Voilà. C'est pour ça qu'on a parlé de fondation. Les fortifications de Paris, elles ouvrent un espace-temps. Cette décision-là, alors ce qu'il y a de assez incroyable quand même pour ceux qui peut-être connaissent pas totalement l'histoire, c'est que donc elles sont construites entre 1840 et 1845, plus grand mur européen jamais produit, et quand on fait ça. Juste un point de détail, moi je ne suis pas parisienne, il reste pas grand-chose des fortifs, comme on dit. C'est quelle hauteur, quelle épaisseur quand on le construit? C'est un mur d'escarpe qui fait une dizaine de mètres de haut, avec un fossé, une contre-escarpe. Dessiné suivant un plan de bastion, et puis 250, donc tout ça fait 150 mètres d'épaisseur en plan, et puis 250 mètres de zone non édificandi devant. Tout ça fait 400 mètres, et ces 400 mètres-là, c'est sur 35 km. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la folie de la chose. Cette folie-là, elle est obsolète au moment où on la construit. Parce que les canons prussiens savent passer au-dessus. On se demande qu'est-ce qu'on va en faire quasiment au moment où on l'a construit, ou très vite après. On l'a démolie en 1919. Elle aura duré à peine 70 ans. Ce mur-là devient des sols, devient des constructions. Enfin, c'est pour ça que je dis, c'est une nouvelle géographie. Un livre est une infrastructure, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse dans l'infrastructure, c'est la capacité de l'infrastructure à produire du temps. Et donc, quelle serait la part infrastructurelle des architectures? Mais non, pas un sens basique, spatial. Peut-être quand je dis une phrase comme ça, vous avez tous des images qui seraient comment on fait des bâtiments qui ressembleraient à des infrastructures. Oui. Peut-être pas ce que j'essayais d'exprimer, par exemple, avec l'image de Beaubourg, que je ne critique évidemment pas en disant ça, mais voilà... Comme, il n'y a pas de traduction directe dans ce que j'essaie de dire spatial. Par contre, l'idée que l'infrastructure, c'est de l'espace qui contient du temps, eh ben, en architecture, je pense que c'est une question à se poser. Et évidemment que c'est comparable au livre, parce que le livre est une infrastructure qui ouvre du temps, enfin, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est aujourd'hui, voilà, ça ouvre un espace, ça commence à exister, ça documente le monde, ça sert les chercheurs, les historiens, enfin, tous les travaux qui viendront par la suite. C'est aussi ça, un livre. Mmh. Voilà, donc c'est comme les pierres c'est comme les pierres de la fortification, quoi. Et alors, elles sont allées où, les pierres de la fortification? Je vous dis un peu partout. Je ne sais pas in extenso, mais dans le sol, dans des bâtiments. Voilà, ça a reconstruit. Il y a des bouts de murs qui continuent d'exister. Il y a des bouts de murs qui ont été refaits. Il y en a un à la porte Pouchet, d'ailleurs. Et ça fait partie des mystères dont on parlait tout à l'heure. À la porte Pouchet, il y a un élément sur lequel on s'est beaucoup appuyé pour faire du projet. Il y a une différence de niveau de à peu près 5 mètres entre la partie des boulevards des Maréchaux avec la ceinture de HBM et puis une partie plus basse où il y avait des terrains de sport. Et il y avait une différence voilà, mais qui n'est pas exactement celle qui existait au moment des fortifications. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette première fondation dont on parlait des fortifications, elle a déjà été modifiée. Et c'est peut-être pas tellement d'ailleurs une attitude trop patrimoniale vis-à-vis de ça, comme si on essayait de retrouver un état originel, voilà. Mais par contre, cette différence de niveau, elle a produit quelque chose de très précis dans le projet, qui est qu'on a installé un des programmes qui occupait toute la place Pouchet, la porte Pouchet qu'on voulait transformer en place publique, et qui était donc notamment les transports automobiles municipaux, et on a fait un grand espace qui venait occuper ces 5 mètres de dénivelé, et qui venait offrir toujours trouver cet horizon. Et parmi, je dirais, les qualités spatiales de l'infrastructure qui contiennent du temps, il y a l'espace ouvert. C'est-à-dire que, pour ça qu'on parlait de la Seine tout à l'heure,
Aujourd'hui, si vous voulez dessiner Paris, vous faites la Seine et la Couronne. Et donc, le grand espace ouvert métropolitain de Paris, c'est la Couronne de Paris, avec la Seine. Voilà. Et Pierre en parle très bien dans son article, d'ailleurs. Peut-être sur cette question des espaces ou des lieux de la décélération possible. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Il y a deux termes qui m'ont frappé, débrayé, et puis la question de l'énergie. C'est le ici et maintenant. L'accélération du temps, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Le fait qu'il nous est de plus en plus difficile d'habiter l'espace et le temps, ça nous demande beaucoup d'énergie pour compenser cette absence-là. Et en revanche, savoir habiter l'espace et le temps, c'est une économie d'énergie. Et aujourd'hui, économie d'énergie à la fois au sens des énergies matérielles, mais aussi au sens des énergies vitales que nous sommes amenés à mobiliser dans le monde contemporain des flux, de la sollicitation permanente, de l'accélération productive qui caractérise notre temps. Je vous remercie. Peut-être Antoine Villagoller ou Michel Guttmann, peut-être un mot là-dessus, sur ce qu'il nous reste comme possibilité de décélération aujourd'hui. De façon assez simple, en fait, parce que je dirais que c'est vrai que le temps du projet, en fait, notre travail de conception, c'est aussi une tentative d'emprise sur le temps. C'est-à-dire effectivement résister à l'immédiateté, prendre le temps de réfléchir. C'est vrai que une des caractéristiques des projets urbains, on dirait, enfin, mes amis disent que tout est architecture, mais le projet urbain, ce qui caractérise le projet urbain par rapport à un projet d'architecture, de construction de bâtiments, c'est que c'est souvent dans des temps beaucoup plus longs. Et pouvoir prendre le temps de parcourir un processus de conception qui s'adapte, qui se transforme, qu'on accompagne, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on a expérimenté ici, qu'on expérimente dans différents projets. Et c'est vrai que la transformation de la ville est vraiment une action sur le temps. Et ça, c'est vraiment très, très marquant dans notre pratique au quotidien de cet exercice du projet urbain. Oui, ça peut-être pour continuer, c'est vrai que c'est une notion qui est pas tout à fait simple en architecture, d'autant que je pense dans les écoles d'architecture, on est plus habitué à travailler sur l'espace, je dirais même sur l'édifice que sur le territoire, mais on est beaucoup plus dans une approche qui cherche à maîtriser l'espace. C'est vrai que ce projet-là, il nous a amené à réfléchir sur la façon dont on pouvait mettre ensemble ces différents régimes d'historicité, on pourrait dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à concevoir en tenant compte du fait qu'effectivement, on prenait l'exemple des fortifications, qu'est-ce que les fortifications ouvrent comme potentiel de projet, quand bien même elles seraient obsolètes à partir du moment où elles sont construites. Et ça, je pense que c'est effectivement sans doute quelque chose, en tout cas pour les architectes, d'assez important, parce qu'effectivement, partir d'une situation ex materia, pas pour raviver ou identifier des vestiges, mais plutôt pour dire il y a des choses en place qui ouvrent des potentiels, c'est effectivement de l'énergie qu'on ne dépense pas et des forces qu'on peut mobiliser pour agir. Donc là, c'est vrai que de ce point de vue-là, ce territoire-là est une sorte un peu de laboratoire, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de cycles d'obsolescence, en fait. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a autant de cycles d'obsolescence que de forces liées aux permanences, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui nous apparaissait aussi comme un paradoxe assez intéressant.
C'est qu'au fond, les objets n'étaient jamais aussi permanents qu'ils épuisaient plusieurs cycles successifs d'obsolescence et donc de renouvellement. Enfin, c'est tout le paradoxe, au fond, des infrastructures, c'est-à-dire elles semblent comme ça indéracinables, et en même temps on voit qu'elles ouvrent des espaces de liberté. Nous on se disait même, au fond, quand on regarde la zone, c'est une sorte d'archétype de l'espace public, c'est-à-dire c'est le seul endroit où à un moment donné on échappait à tout contrôle, il y avait la possibilité de faire à peu près tout ce qu'on pouvait faire, donc il y a une sorte d'indétermination folle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le long du périph' à Paris, on y voit des renards circuler. Donc on est vraiment là dans des espaces qui ouvrent des potentiels de transformation gigantesques. Il suffit juste de chercher à voir comment on peut les libérer, les utiliser. Et c'est vrai que du point de vue du projet, on est moins dans des questions qui seraient de l'ordre de la planification, c'est-à-dire du dessin, que plutôt de la mise en système, c'est-à-dire quelles sont les dynamiques, quel type. Nous, on a parlé pas mal d'assemblage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on assemble les choses pour effectivement être plutôt dans une mécanique des systèmes, dans un champ, dans un faisceau de relationnel, plutôt que dans un plan. Voilà. Donc. Je pense que ça ouvre en tout cas des façons de faire le projet, cette question temporelle. Et je pense que le livre essaie modestement d'y contribuer. C'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement nourrir ce travail qui oblige sans doute, en tout cas les architectes, à essayer de travailler avec le temps. Il est possible d'avoir un dernier mot. Je voulais juste dire, quand Antoine dit la zone, on parle vraiment de la zone non edificandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en français, quand on dit la zone, ça vient de cette zone-là. Donc c'est quand même aussi intéressant de savoir que cette histoire-là et ce lieu-là a créé un terme en français qui est quand même extrêmement connu, puissant, etc. On dit ici c'est la zone, on parle de cette zone-là. Et cette zone-là, c'est un moment, effectivement, qu'il ne faut pas romantiser non plus, mais qui est, qui est beaucoup décrit, il y a beaucoup de littérature là-dessus, et qui peut être questionné comme un espace public. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé d'espace public, tu viens de le dire. Notre projet, c'est de créer un espace public. Un espace public qui est une place sous le périphérique. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut juste dire deux mots du projet. Si on a gagné le concours, c'est parce qu'on a proposé une place sous le périphérique, qui est une typologie qui existe dans d'autres parties du monde, mais qui n'existait pas en France, de faire une vraie place, hein, pas la zone, justement, mais en fait qui puise dans les qualités un peu d'indétermination qu'avait cette zone. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire, c'est pas un espace public qui est un espace public de la ville historique et de la ville-centre, parce qu'il ne peut pas être fait comme ça. C'est pas une pièce dans la ville, dense, mais c'est une place quand même, hein, et c'est un espace public. Voilà, donc j'invite tout le monde à essayer d'aller la visiter à l'occasion. Et puis j'en profite, je veux pas conclure quoi que ce soit, mais puisque tu disais que c'était qu'on avait le temps pour un dernier mot, j'en profite d'abord pour remercier les éditions 205 pour ce parcours et pour votre patience, à vous aussi, votre capacité à faire avec le temps long. À être plastique. Et puis, à être plastique. Et puis à ceux qui nous accueillent ici aujourd'hui. C'est très sympathique. Mais c'est très sympathique et je vous remercie tous là. Et je retiens quelques mots. On a parlé des assemblages, créer des assemblages. On a dit apprivoiser. Moi, j'ai bien aimé cette idée de cette possibilité d'apprivoiser ce qui était. Donc peut-être effectivement cette question de la place, de l'infrastructure devenant place. Et j'aime bien cette idée de l'apprivoisement, de renversement de l'intérieur. Vous avez dit ça tout à l'heure. Évidemment, ménager, protéger à la place d'exploiter et de gaspiller. Finalement, peut-être que cette question de la durée, c'est une question de déplacement des choses. Donc je vous remercie infiniment.
tous. Merci. Alors maintenant, parce que là on filme et tout ça, maintenant il y a vraiment la possibilité d'échanger avec les gens qui sont venus ici. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux faire circuler un micro, des compléments. Mais on va y aller, hein. On va y aller. Personne n'ose. Alors peut-être nos amis donc, qui nous accueillent, qui n'étaient pas là quand tout le monde est arrivé, tout le monde cherchait l'agence LFA, et il se trouve qu'ils sont là. Laurent Grabert, Antoine Trolla, je n'ai pas mes lunettes donc je ne vois pas bien, mais je devine sa silhouette, il est là, non, je me suis trompée. Donc voilà. Les hôtes de ces lieux et toute leur équipe, bien sûr. Et donc, il faut qu'on dise quelque chose, là? Non, mais tu as posé des questions extrêmement pertinentes, intéressantes, fouillées, complexes, infrastructurelles, je pense, pour notre pensée. On est très fiers, nous, de recevoir des confrères de cette qualité. Et puis, on serait ravis d'échanger avec vous autour d'un verre, quand même, après ça. Et voilà, après, je ne sais pas si Antoine, tu veux ajouter un petit mot sur tout ça. Il y a besoin du micro pour l'enregistrement. Okay. Donc, bienvenue à tous. Merci aux éditions 205 encore une fois pour organiser tout ça. On est très content d'initier ce type d'événement à l'agence qui d'habitude présente plutôt des expositions d'art contemporain, parce que l'association qu'on a créée, qui s'appelle ALF, est une association qui produit de l'art contemporain et de l'édition et d'autres sujets. Et moi, je voulais juste, parce que je suis arrivé très en retard, parce qu'on court après le temps, et qu'on n'a jamais le temps, et que j'étais à Grenoble cet après-midi, et effectivement, tu as l'impression de, comme ça, sauter des espaces-temps à des moments. Et dans la construction de l'architecture, je sais que vous êtes... en tout cas passionné par les matériaux de la pierre, par exemple. On a d'autres confrères ici qui le font également. Il y a la construction en terre, vous parliez des murailles. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement pas tant qu'on ait mis longtemps à construire une muraille qui ne servait plus à rien, parce que les canons faisaient plus de 600 mètres avec les Prussiens. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement qu'on a su construire à une époque des ouvrages, donc celui-là en pierre, d'autres en terre, mais qui finalement n'ont pas eu d'impact autre que de servir un autre projet, et donc de construire le temps long. Et vous parliez de Pompidou, ce qui est génial avec ce bâtiment, finalement, c'est qu'il offre un plateau capable de se réinventer et tout ça, mais néanmoins, lorsqu'on voudra le détruire, ou lorsqu'on veut le réinventer, il faut lui enlever son amiante, et puis peut-être que demain, il faudra enlever un autre truc. Et moi, je suis fasciné par ça, c'est que finalement, pendant longtemps, on a su construire des choses qui étaient leur propre carrière, et qu'aujourd'hui, on construit des infrastructures qui ne sont plus capables d'être leur propre carrière, quoi. Je ne sais pas si c'est une... Est-ce qu'il y a une question? Je rebondis. Merci pour votre exposé. Vous avez abordé plusieurs sujets, même l'intitulé de la soirée sur la question de durée. Moi, je trouve que c'est un véritable sujet passionnant, évidemment. Et vous avez évoqué, ou en tout cas utilisé des terminologies qui peuvent être proches, mais qui, selon moi, font appel à des notions sensiblement différentes. Donc, j'aimerais vous interroger, par exemple, lorsqu'on parle de durée ou on parle de durabilité. Vous avez exposé tout à l'heure des questions sur le développement durable, ainsi de suite. Alors, très concrètement, si on veut être assez bref, je vais essayer, moi. Quand on parle de durée, souvent, c'est la capacité d'un objet, d'une infrastructure à durer dans le temps, c'est-à-dire ses capacités mécaniques, d'une certaine façon, à durer dans le temps. C'est vrai de tous les ouvrages patrimoniaux, voilà, qu'on a cité les pyramides d'Égypte, qui durent parce que leur matérialité, finalement, aussi en premier lieu, permet de durer dans le temps. Alors que la durabilité, c'est plus une question de capacité, de capacité
à faire en sorte que tel ou tel objet, tel ou tel concept, tel ou tel a priori projectuel puisse avoir cette capacité à perdurer, c'est-à-dire pas uniquement vivre matériellement dans le temps, mais au contraire à pouvoir continuer, vous l'avez évoqué aussi, à servir des protocoles différents dans le temps avec des processus d'obsolescence qui ne sont pas tous programmés, évidemment. Et donc, c'est cette capacité à survivre à ces obsolescences successives qui fait la capacité, finalement, la durabilité d'une construction, d'une infrastructure. Et c'est là où on se heurte à une véritable difficulté, tous les concepteurs que vous êtes, mais les philosophes aussi, et même, je pense, les éditeurs sur un niveau différent. C'est-à-dire que lorsqu'on imagine, lorsqu'on initie un processus conceptuel, on se projette finalement, on projette dans le temps ce que pourrait être, in fine, au bout d'un certain temps, voilà, tel ou tel projet, telle ou telle hypothèse. Et vous l'avez dit vous-même en l'illustrant avec l'histoire du mur d'enceinte de Paris, l'obsolescence qui n'était pas programmée, pour le coup, elle a été tellement rapide que voilà, on est vraiment surpris de cette difficulté à anticiper finalement ce que peut devenir un ouvrage dans le temps. Alors en architecture, il y a des choses qui permettent d'imaginer une relative neutralité aux effets du temps, au changement des usages, ainsi de suite. Mais quand on parle d'infrastructure ou d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, ça mobilise tellement d'énergie. Enfin, on ne démolit pas le périphérique comme on démolit un bâtiment, n'est-ce pas, quand il ne correspond plus. Donc comment vous, à l'échelle de vos projets, vous essayez peut-être d'intégrer cette impossibilité finalement de se projeter véritablement dans le futur, de savoir quels seront les usages, les territoires autour de ce qui est créé à l'instant T. Et donc, comment vous intégrez cette dimension justement pour que votre travail dépasse cette obsolescence qu'on peut tous craindre lorsqu'on fait des projets? Ça, c'est une question. Non, enfin... Le livre, excusez-moi, ça concerne aussi le livre. Parce que concevoir un livre, on ne le fait pas pour que le livre dure 5 minutes, même si effectivement il y a beaucoup de bouquins qui vont au pilon très rapidement. C'est pas l'objet du projet, quoi. Le projet, Oui, le projet, il est vraiment sur le temps long, donc dans sa conception, dans son envie de le faire, dans les transformations qui vont se passer en cours. Et c'est vrai qu'ensuite, on se pose les questions, certaines questions sur les matériaux, sur est-ce qu'on veut qu'il soit le marqueur d'une époque, donc potentiellement son design graphique se démode ou pas, ou est-ce qu'on veut en faire un objet intemporel? Est-ce qu'on a peur de faire des livres qui s'abîment parce qu'on choisit des pages blanches, qu'on choisit des papiers légers, qu'on choisit des modes de façonnage qui le rendent fragile? Donc effectivement, ce sont des questions qu'on se pose dans le livre. Et moi, je sais que je fais des choix, et j'ai pas peur de faire des choix de livres qui sont fragiles, donc non pas pour leur donner un statut d'objet à obsolescence programmée, en me disant quand les gens l'auront feuilleté 100 fois, il sera bon pour la poubelle. C'est pas ça. C'est juste je veux qu'il soit aussi un marqueur du temps. Et ça, c'est important pour moi dans les réflexions. Et dans les réflexions que je peux avoir aussi avec mes designers graphiques ou avec mes photographes qui sont prêts à accepter ou pas de faire un objet qui va vivre dans le temps et s'abîmer et porter une identité différente en fonction de la personne qui va l'avoir entre les mains et de la façon dont il va le faire vivre, en fait. Donc ça me fait pas peur de le projeter comme un objet dont la durabilité est pas forcément un critère, mais ça va dépendre des ouvrages, des travaux photographiques et de la façon dont je veux les montrer. J'aimerais revenir sur votre distinction très juste entre la durée et la durabilité. Et d'abord d'un point de vue architectural. À l'époque classique, la durée passait par la solidité. Donc, par un effet comme ça de masse qui se prolongeait dans le temps. Bon. Aujourd'hui, et du coup, cette notion de durabilité, elle est vraiment pertinente. Il ne s'agit plus que de construire des pyramides, mais il s'agit de construire du temps avec des
des éléments qui ne sont pas nécessairement solides ou durables. C'est la problématique de la transformation. La transformation, c'est ce qui construit du temps avec des choses qui ne sont pas pérennes. Donc on dissocie aujourd'hui pérennité et durée. D'un point de vue plus philosophique, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, qui n'est pas totalement consacré à l'architecture, loin de là, il y a juste un chapitre. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans la confusion de notre rapport au temps, comment donner des éléments qui nous permettent de construire notre rapport au temps, qui nous permettent de construire notre culture du temps. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que d'abord, pour durer, et j'utilise l'infinitif, pas le nom, pour durer, il faut d'abord savoir être présent au présent. Et la difficulté, ensuite, et je continue à utiliser l'infinitif, c'est comment, à partir de notre présence au présent, abouter les moments afin de construire du long terme. Et ça, je l'appelle aussi, si vous voulez bien, durabilité dans un sens plus moral qu'architectural. Moi, j'avais une question, à moins que vous vouliez encore répondre. Non, mais je trouve que, enfin, c'est une question d'architecte et c'est vrai que, enfin, c'est vrai que faire du projet, accompagner la transformation, c'est une façon c'est une tentative de durer en fait. Et on se rend compte que, en particulier dans la question de la transformation de la ville, trouver les conditions de la transformation, c'est garantir la durabilité en fait. C'est accompagner le fait que les choses puissent perdurer, etc. Et ce qu'on essayait de... En fait, ce dont on se rendait compte en réfléchissant à ce qu'on avait fait à la Porte Pouchet, c'est que cette histoire des présences, de la fondation, c'était identifier finalement ce qui s'était accumulé dans le temps, qui permettait en fait la transformation. Donc en fait, on identifiait en fait, les interstices, le potentiel qui permettait la transformation, et donc du coup de durer. Et le questionnement, c'est de quelle façon on peut accompagner la façon dont ce processus peut perdurer. C'est difficile de consciemment accumuler un potentiel de transformation. C'est-à-dire en architecture, on peut, mais on le peut d'une certaine façon dans la question de l'indétermination dont parlait Pierre-Alain. C'est-à-dire la surprogrammation est ankylosante, alors que le fait d'essayer de réfléchir à des espaces plus ouverts, moins programmés, plus indéterminés, plus transformables, où on ne peut pas savoir, en fait, on a commencé il y a 20 ans, on ne peut pas savoir quels seront les besoins dans 20 ans. Quand on a commencé il y a 20 ans, ce projet-là, et chacun de nous fait cette expérience-là, c'est difficile d'anticiper exactement quels seront les besoins dans 20 ans. Et quand on est 20 ans après, on se dit, tiens, à quoi on pensait finalement, c'est allé sur certains sujets moins vite que ce qu'on imaginait, sur d'autres sujets plus vite, etc. Donc, comment est-ce qu'on... Et donc, je pense qu'en grande partie, le projet urbain, c'est garantir les conditions de la transformation permanente. C'est pas la révolution permanente, mais mais en même temps, quelque part. Et cette opposition entre ce qui perdure et ce qui se transforme est essentielle. Et je pense que c'est ça... je pense, en tout cas, ma compréhension de la durabilité. Moi, j'ajouterais aussi que, parce que la question est très importante, très juste, et elle questionne un peu notre pratique, enfin, c'est comme ça que je la comprends, que s'intéresser à la grande dimension, au territoire, et donc à la grande épaisseur temporelle, enfin, amène un peu à la grande dimension temporelle aussi, et sans doute en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on... C'est une des façons dont on essaye de répondre à la question que tu poses, parce que ça nous amène à une sorte de position qui est l'extension du domaine de l'architecture. Et pas que... Et c'est pas un point de vue de profession, hein, c'est
bien que je pense que ça peut le devenir et ça devrait l'être. Mais je pense que les architectes ne s'intéressent pas suffisamment à cette grande dimension spatiale et temporelle, à la grande dimension du territoire. Se mettre de temps en temps dans l'acceptation d'un point de vue trop facilement moraliste sur les a priori qu'on a sur les façons de faire les choses, et que ce point de vue moraliste, souvent, il disqualifie ce qui est. Et donc, la grande dimension temporelle et spatiale, elle nécessite de s'intéresser à ce qui est et à le regarder vraiment. Donc ça, je pense qu'on est toujours dans cette époque-là où on a dit il faut qu'on comprenne ce qui est. Ça fait quand même des décennies qu'on a dit ça. Il faut qu'on comprenne ce qui est et qu'on se donne les moyens de non seulement de le documenter, mais de trouver des méthodes pour en faire projet. Alors ça rejoint, je pense, la question de la matière qui était posée avant. C'est vrai que la durabilité cette fois de la matière et de ses propriétés mécaniques et physiques sont pas du tout les mêmes suivant les matières et suivant la façon de les utiliser. Néanmoins, l'ère industrielle a produit et continue de produire des tonnes de matière dont on peut considérer que certaines sont vraiment ineptes. Mais encore faut-il arriver à dépasser sans doute ce premier point de vue-là pour à la fois sans doute, et là c'est Pierre Quay le dira mieux que moi, mais pour sans doute arriver à transformer les modes de production, mais donc en étant conscient de ce qui se produit aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de la pierre, je pense que dans cette salle on est tous intéressés et on essaye tous de faire des bâtiments en pierre. Enfin, il n'en reste pas moins que le monde entier en a rien à foutre en fait, quand même. On est juste là en train de... Non mais c'est vrai. Le monde entier ne construit pas en pierre, c'est construit en béton de manière... prenez la Turquie va s'urbaniser 3 fois plus d'ici 2050. Vous voyez, il y a un moment donné... donc, je dis pas que ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Je dis juste qu'il faut quand même aussi, parallèlement, qu'on essaye de se questionner sur les matières qui sont produites, qui sont utilisées, et qu'on essaye quand même, non seulement de les comprendre, mais d'amener à transformer ces... Voilà. Bon, je suis un peu loin, là. Non, peut-être ce que ça m'évoquait tout à l'heure, ce qui a été dit, que je trouvais très juste, c'est qu'il y a quand même, je pense, une différence entre Beaubourg ou les fortifications, c'est-à-dire entre l'édifice et l'infrastructure, qui est quand même de taille. Il y a la question de l'échelle, bien sûr, mais aussi, en tout cas, ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que, et tu l'as dit au début, mais peut-être tu l'as dit peut-être un peu vite, c'est qu'effectivement les infrastructures finissent par devenir des sites. C'est-à-dire que, alors qu'on continue quand même de les regarder comme des objets, c'est-à-dire, on entend encore, il suffirait de supprimer le boulevard périphérique, par exemple. Je veux dire, depuis que le périphérique s'est construit, alors déjà, ça a coûté énormément d'énergie de le construire. Il y a plein de raisons de le garder, économique, parce qu'on y circule très bien en fait, mais aussi parce que la ville s'est construite autour. Donc ça finit par être en réalité un élément géographique qu'on ne peut pas supprimer et qu'on doit regarder comme un élément qui est devenu un élément qui adhère à la Terre en fin de compte. Et effectivement, cette réalité-là, parce que ce qu'on dit là, c'est juste parce que quand on l'observe, il apparaît exactement sous cette forme-là. On a déplacé de la terre, on a construit des talus. Donc, on ne pourra pas le déplacer, il ne va pas bouger. Il y aura de l'usure, il y a sans doute un temps intermédiaire qui va le faire, qui va continuer à se transformer. La nature va faire son œuvre.
mais il est rentré dans une dimension quasi géologique, en fait. Et donc, on pourrait dire, ce serait évidemment une grande crise pour l'architecture de supprimer Beaubourg, mais on pourrait dire, Beaubourg, on ne sait plus l'entretenir, on n'a plus les moyens, etc., etc. Le périph', il est là. C'est plus un bâtiment, c'est plus un édifice, c'est plus une architecture, c'est un morceau de terre. Et donc, il faut travailler avec ça. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas essayer de s'en protéger. Il est là, c'est un morceau d'une nouvelle nature avec lequel on doit essayer de travailler. Et c'est vrai, ça, de tous ces objets infrastructurels qu'on a produits et qu'il faut qu'on utilise si on veut pouvoir continuer à durer, donc à les utiliser dans leur potentiel transformatif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est une toute petite question, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres pays dans lesquels il y a des places sous des périphériques. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples et dire si ça vous a inspiré, si c'était aussi des projets de réhabilitation? En Asie, au Japon, vous trouvez plein d'espaces, alors pas forcément comparables avec ce qu'on a fait, ou pas peut-être, en tout cas, oui, pas pensé de la même manière, mais il y a et au Brésil aussi, enfin, il y a quand même, oui, je pense comme ça à l'Amérique du Sud, à l'Asie, au Japon, où il y a des infrastructures qui n'ont pas, et notamment des autoroutes, là, plus spécifiquement peut-être, qui n'ont pas empêché que la ville produise du lien, que la ville continue à se développer, que le rez-de-chaussée, le rez-de-ville fonctionne. Voilà, il y a tout un tas d'exemples quand même. C'est vrai qu'en France et en Europe, on a eu plus de difficultés, ça existe un peu, mais c'est quand même plus difficile. Et peut-être, encore une fois, qu'on a un point de vue un petit peu... Il y a ce qui est bien, vous voyez, enfin, la zone, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des endroits qui sont bien, puis il y a des endroits qui sont pas bien, quoi. Et je pense que c'est intéressant quand même de se demander si ces lieux-là, notamment le rez-de-ville, le sol de la ville, le sol terrestre, là, le caractère géographique de tout ça. C'est-à-dire la vraie différence, c'est que les infrastructures de l'ère industrielle, et notamment les infrastructures de mobilité, elles ont un sol légèrement en pente, qui ne peut pas être fortement en pente, parce que les objets roulants, ils ont besoin d'une pente faible. Et donc ça crée une rupture par rapport à la continuité du sol terrestre, qui produit un rez-de-ville totalement différent, et donc un rez-de-ville discontinu. On rencontre des obstacles qui sont très longs. Et donc c'est une rupture fondamentale dans le système de continuité du sol terrestre, quoi. Dans l'architecture classique et antique, l'infrastructure existait, mais le terme n'existait pas. Hein. Substructure chez Vitruve, mais pas infrastructure. Et l'infrastructure qui existait, le viaduc romain, il est poreux. Le lac Duc, il est traversé. Il y a des très grands murs dans tout ça. Mais c'est pas la même chose. Et il n'a pas cette faible pente qui produit une rupture très particulière. Et ben, ça crée des endroits très singuliers. Donc, oui, au Japon, il y a des lieux qui donnent des idées sur la micro... le grain urbain comme ça qui se met un peu partout, sur la capacité qui va peut-être avec la densité, mais le grain à utiliser des sous-espaces, à les programmer, à avoir à manger par exemple. On mange partout au Japon, donc pourquoi on mangerait pas en dessous des infrastructures comme ailleurs, quoi. Et puis en Amérique du Sud, c'est un peu une autre échelle, mais ça existe aussi. Il y a des grands lieux, des grandes traversées de ces infrastructures. Donc peut-être l'Europe a un peu plus de mal avec ça. C'est l'arrivée d'une échelle un peu différente, dans la petite échelle européenne aussi. Et il me semble qu'il y a quelque chose à réinvestir. Et voilà, les architectes sont utiles là-dedans. Mais c'est vrai, peut-être juste pour rajouter un mot sur cette place, moi je décrirais un tout petit peu le lieu, parce qu'effectivement, la place Pouchet, donc, qui est un peu au cœur du projet urbain, et
et enfin, il y a eu du changement politique parce que le projet était long et à chaque fois on nous disait voilà, mais cette place, en gros, ça marchera jamais, quoi. Donc, alors heureusement qu'il y avait des exemples étrangers qui montraient qu'il y avait des configurations qui pouvaient s'y apparenter, mais en tout cas, le fait de proposer ce dispositif-là, il n'était pas nourri parce que ça existait ailleurs. Il était d'abord rendu possible parce qu'on se rendait compte précisément que dans les présences, on avait un boulevard périphérique surélevé qui était complètement encombré de choses qu'on ne savait pas où mettre ailleurs, donc on avait mis là, mais qui était en réalité un très bel ouvrage en pont, parce que le périph' enjambe un cimetière qui préexistait, donc il y a des piles entre les tombes comme ça, mais en tout cas ça ouvrait un espace couvert, sans bruit, parce que le bruit monte, qu'on était en même temps dans l'héritage de la zone non édificandie, donc une étendue libre avec une pente douce qui va vers la Seine, comme ça, et qu'en même temps vous étiez dans l'héritage aussi du tracé de l'autoroute A15, qui était une réserve qui n'a finalement jamais été réalisée et qui ouvrait plutôt la possibilité d'installer une continuité plantée. Et donc, si tous ces potentiels-là, on les mettait ensemble, il apparaissait assez évident qu'on pouvait proposer un espace public quasiment en dépensant quasiment pas d'énergie, en fait, parce que tout était à peu près là, pour peu qu'on arrive à le délimiter, à l'agencer, à le libérer, à le planter, etc. Donc, et à la fin, ça finissait effectivement par produire un espace, certes complètement inhabituel, en tout cas par rapport à celui qu'on connaît dans la partie historique ou plus centrale de Paris ou des communes riveraines, qui pouvait évoquer aussi des espaces qu'on trouve en Asie, c'est-à-dire dans des endroits où au fond on n'a pas cette peur forcément des infrastructures, on sait en tout cas à certains endroits vivre avec, s'en accommoder, les utiliser, les mobiliser, etc. Et de ce point de vue-là, je pense cet espace, il fonctionne aujourd'hui effectivement de façon assez... Il y a des photos d'ailleurs de Maxime Verret. Oui, parce que j'en dis juste un mot, donc les contributions Lucie Taïeb, Maxime Verret et Justinien Tribillon, c'est ça qui est aussi, je pense, assez fort dans l'ouvrage, c'est que c'est aussi du ex materia, c'est-à-dire à chaque fois leur façon de parler de l'épaisseur de temps, mais aussi pour critiquer, ou en tout cas pour nous faire réfléchir sur le présent, sont à chaque fois donc plutôt sous la forme du récit ou du récit historique ou du récit fictionnel, complètement en phase en fait avec ce qu'on essaie de raconter au travers du projet. Bonsoir, merci pour vos interventions. C'est pas une question, mais plutôt une réflexion du point de vue d'un éditeur et qui fait le lien, ou qui en tout cas le lien que je vois et qui me plaît beaucoup, bien sûr, c'est entre l'architecture et le livre et la question de la fragilité. On a parlé, Alain parlait de la durabilité, vous avez échangé là-dessus, mais j'aimais bien aussi ce que disait notre éditrice sur la question de la fragilité, Samantha, pardon. Et je vois aussi un lien avec vous, votre pratique, ou en tout cas dans le projet, que vous semblez finalement avoir aussi cherché à faire peu, et cette idée que finalement en faisant peu, on est en phase aussi avec notre époque, qui est une époque qui est de plus en plus fragile et qui peut-être demande, en architecture encore une fois et en tant qu'éditeur, à réfléchir finalement à ne pas s'imposer, à ne pas en effet imaginer qu'on va, j'allais dire, dépasser le temps, dépasser notre temps. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui me plaît, même si là on a fait un livre dur dans le sens où on a fait une couverture rigide. J'aime aussi l'idée qu'un ouvrage puisse être fragile, ou qu'une architecture ou qu'un projet d'espace urbain puisse être fragile, et que finalement cette fragilité-là puisse lui permettre de presque durer plus. Enfin voilà, moi j'aime bien cette idée-là. Voilà.
Oui, c'est très juste. J'ajouterais, je repense à des conditions qui répondent un peu à vos différentes réflexions et questions. Parce qu'il y a une phrase, j'en fais rappel aux écrivains qui nous éclairent, évidemment. Alors, il y a une phrase qu'on a beaucoup utilisée depuis très très longtemps, qui est une phrase de Gustave Flaubert qui dit « Pour trouver quelque chose beau, il suffit de le regarder longtemps ». Alors, on peut la critiquer, cette phrase, on peut la questionner, on peut la trouver parfois trop pratique, parce que finalement, ça valide tout. Nous, ça nous a beaucoup inspiré. Et la fragilité dont vous parlez, et les conditions que vous évoquiez de comment est-ce qu'on fait pour trouver, je pense qu'elles sont à chercher dans la beauté potentielle. Moi, c'est plutôt comme ça que je la vois, la beauté potentielle de ces choses-là. Parce qu'il peut y en avoir. Et évidemment, elles ne sont pas juste à trouver peut-être dans l'état arrêté, peut-être on la trouve dans ce qu'on y verse, ce qu'on en imagine, etc. Puis il y a une autre phrase, pour le coup, beaucoup plus récente qu'on a utilisée dans notre texte, qui est une phrase de René Char qui dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Bon, qui est comme les poèmes de René Char, très mystérieux, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut y comprendre, mais mais il y a quand même quelque chose de l'idée que c'est pas prédestiné. Il y a ni obsolescence ni système qui mettrait en lien l'héritage et le testament et qui ferait qu'une chose doit devenir quelque chose d'autre. Enfin bon, voilà, je pense que ces idées-là peuvent aussi être utiles pour s'attaquer à enfin, s'attaquer, c'est pas le bon terme d'ailleurs, mais pour faire du projet, s'intéresser, faire du projet dans ces lieux-là. Je voudrais juste dire un mot sur... parce que la question de la fragilité, je partage la façon dont Pierre-Alain réagit à ça. Par contre, cette idée de faire peu de choses, en réalité, je la partage pas tellement, en fait, parce qu'on a fait beaucoup de choses en réalité. Non, mais c'est vrai. Et... non, mais... c'est 20 ans, quoi. Et en fait, je pense que on peut pas dire qu'il suffit de peu pour tout changer. En réalité, non. Il y a, déjà, modestement, effectivement, toute la contribution conceptuelle, en fait, est importante. Et après, on n'a pas bougé des montagnes, mais il y a des actions assez fortes et déterminantes qui ont permis une transformation radicale et ouvert un nouveau cycle. Et c'est pas peu, quoi. On peut pas dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Non, mais c'est pas ni personnel ni sur le projet, mais en réalité, même quand il y a des actions légères, c'est faire beaucoup et ça valide en fait notre capacité à transformer le monde, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Oui. Alors, c'est une petite réflexion. Alors ça n'a rien à voir avec, je suis désolé, rien à voir avec le livre, plutôt avec l'architecture. De parler du Japon tout à l'heure m'a rappelé un texte que je connais assez bien, un texte de Kobo Abe dans un roman. Alors dans un roman, pas un livre d'architecture, mais par contre Kobo Abe, qui est donc romancier, qui était fils de médecin, dans ce texte développe un paragraphe sur l'urbanisme. L'architecture, et par contre il y est, je dirais, quelque chose, enfin, avec sa vision très orientale, il expliquait le déplacement de capital. Le déplacement de capital fort des Japonais dans leur histoire, où ils déplaçaient les capitales. Et en fait, il présentait la ruine occidentale plutôt comme qui perdure, plutôt comme un échec de l'urbanisme, et il le confrontait à la construction en bois japonaise, cette construction qui se déplace, cette architecture déplaçable, comme une réussite de l'architecture et de l'urbanisme. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce sont des architectures de camp. On lève le camp. Bon, donc c'est des architectures mobiles et nomades. Il faudrait, je ne suis pas un spécialiste du Japon, lier ça évidemment aux institutions du pouvoir, parce que ces capitales, ce sont évidemment les capitales de l'empereur, enfin, sont des lieux de pouvoir, de puissance. Alors pourquoi en Occident, depuis Athènes, depuis Rome, depuis Constantinople, pourquoi on construit? Pourquoi le pouvoir se construit? J'en avais parlé avec vous. Lorsqu'on lit L'art d'édifier d'Alberti, eh bien, les livres 4 et 5, ce sont des livres formidables parce qu'Alberti lit les institutions romaines à travers les architectures. Il n'a aucun texte. Mommsen n'existe pas. Il est impossible de comprendre le fonctionnement des institutions romaines au XVe siècle. Eh bien, Alberti réussit à le faire à travers les architectures. Donc, dans la tradition occidentale, construire avec des pierres, construire avec du marbre, a un rôle institutionnel qui est véritablement fondamental. Paris est évidemment l'héritier de cette histoire. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et donc, la question essentielle, c'est pourquoi le pouvoir classique a eu besoin de se signifier à travers des architectures. Ce n'est pas simplement le prestige, l'élévation, la durée, la solidité. C'est aussi parce que l'architecture permet de signifier les grands partages fondamentaux de la société, non pas législatifs, exécutifs, etc., mais des partages plus fondamentaux entre la paix et la guerre, entre le sacré et le profane, et entre le privé et le public. Voilà, ça c'est la ville occidentale, telle que Alberti en décrit les principes à partir de Rome. Je ne pense pas qu'au Japon, les mêmes enjeux, et en particulier les mêmes enjeux institutionnels, soient signifiés par ces villes volantes. Le Japon, j'ai pas l'explication, mais je cite Jean-Paul Demoule, qui est un archéologue qui vient d'écrire, d'ailleurs, de publier à la Fabrique, je ne veux pas dire de bêtises, La France éternelle, je le recommande à tout le monde, puisque ça remet un petit peu les choses en place sur les questions de population et migratoire de la constitution de notre beau pays, avec des limites et des frontières qui ont quand même pas mal ondulé, avec des guerres sans fin, évidemment. Quand il parle du Japon, il explique que c'est dans le monde des grandes migrations de la planète, voilà. C'est un endroit qui a été peuplé assez tardivement. Bon, il a fallu franchir un bras de mer, donc on peut comprendre la difficulté, ça c'est clair. Et par ailleurs, lors de la révolution néolithique, qui s'est passée en gros entre -12, -8000, mais un peu partout sur la planète, le Japon a échappé complètement à cette affaire de sédentarisation, et donc ils sont restés un peuple de chasseurs-cueilleurs bien plus longtemps que n'importe quel autre endroit de la planète, je veux dire, y compris jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, où il a fallu quand même qu'ils passent... Enfin, ça va être compliqué quand même cette affaire, à des périodes de glaciation assez intenses. Et c'est un endroit qui est resté... alors on dit toujours insulaire, mais avec un peuplement très tardif, un peuplement de chasseurs-cueilleurs très tardif dans l'histoire, et donc une acculturation à notamment la question du pouvoir, la question de la propriété, tout ça qui ont fini par exister, ils n'ont pas échappé à ces questions-là, très très tardif. Voilà, si je puis me permettre, lisez La France éternelle de Jean-Paul Demoule. On peut peut-être conclure là-dessus ?